حركة الشعب الأستاذ عادل الطيفي الكاتب والمؤرخ، واليوم معايا مولدي قاسومي ومهدي مناعي. برشا مواضيع باش نطرقوا لهم ليلة، ولكن قبل هذا لقاء خاص، اون انترفيو اللي ما كانتش مبرمجة، ولكن أنا سعيدة باستقبال الأستاذ المحامي الفرنسي ماتر جيل دوفير اللي موجود في تونس حاليا للمشاركة في ندوة صحفية تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين تحت عنوان تطورات ملف تتبع مجرمي الحرب الصهاينة أمام محكمة الجنايات الدولية. Maître Dever, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir accepté l'invitation de vos collègues tunisiens. On sait qu'aujourd'hui il y a une conférence de presse à laquelle vous étiez invité, organisée par le Conseil de l'ordre des avocats tunisiens. Donc cette conférence de presse, elle reprend un petit peu votre plainte, la plainte. Je pense que même dans l'histoire, il y aura la plainte de Maître Dever, la plainte que vous menez devant la Cour pénale internationale contre l'État sioniste. Oui, tout à fait. Je suis un peu rodé de ces questions, vu que nous avons déposé la première plainte en janvier 2009, et puis il y a eu un travail incessant pour se rapprocher de la Cour, cette Cour qui est méconnue, qui a beaucoup de défauts, mais qui est la seule juridiction internationale accessible pour le peuple palestinien. Et voyant les événements du début octobre, on s'est dit, une fois de plus, et donc on se prépare parce qu'on a nos habitudes de travail, hélas. Et au bout de quelques jours, on s'est dit, mais c'est pas comme les autres fois, vu qu'il y a une volonté vraiment, cette fois-ci, de détruire la société palestinienne. Donc je vérifie la jurisprudence, ça ressemble à la qualification de génocide, je creuse, et je me dis, oui, il y a la matière à déposer une plainte pour génocide. Donc il y avait plusieurs choses. Il y avait le fait de dire qu'un acte d'avocat, un acte de défense peut s'opposer à une attaque armée. Et donc ça, c'était quelque chose qui est marquant et qu'il faut soutenir. C'est-à-dire que c'est les violations les plus graves du droit. Elles sont à la main des avocats. C'est notre métier. Ensuite, on voulait imposer le débat sur le génocide dans le monde. Ben ça, je crois que c'est une réussite, vu que le monde entier parle du génocide du peuple palestinien par Israël. Et puis, il fallait qu'il y ait une enquête approfondie. Et ça, je peux vous dire, on va en reparler, mais que la Cour a diligenté une enquête et qu'actuellement, il y a une enquête approfondie qui est ouverte sur ce terrain. Et nous sommes en discussion sur la troisième demande qui était formée, c'est-à-dire un mandat d'arrêt contre les principaux dirigeants de l'État sioniste. Donc déjà, vous rappelez que ce n'est pas la première plainte. Vous revenez à janvier 2009. C'est pour rappeler que le peuple palestinien subit ces exactions depuis des décennies, mais en tout cas, depuis janvier 2009, déjà, vous le rappelez. En janvier 2009, il se passe quelque chose de nouveau, c'est qu'il y a donc cette opération militaire, il ne faut pas dire des guerres, hein, ce sont des agressions militaires qui s'appelaient plan durci, est venue alors que la Cour existait, c'était la première fois. Mais quand on dit ça marche mal, oui, ça pourrait marcher mieux, mais quand c'était Sabra et Shatila, qu'est-ce qu'on a pu faire? On a pu faire des prières et puis c'est tout, parce qu'il n'y avait même pas l'idée de faire un recours. Maintenant, on a l'opération qui est en cours, avant que ça soit fini, on écrit une plainte qui est argumentée en droit, on écrit au bureau du procureur, on est reçu et la plainte est enregistrée. Donc vous voyez, il y a quand même une marge de progression qui est tout à fait remarquable. Et entre ces événements, il y a la création de la Cour et puis il y a, il faut le dire, la déclaration du président Abbas qui a ratifié le traité de la Cour le 1er janvier 2015. Il l'a ratifié en tant qu'État. Le secrétaire général de l'ONU a accepté cette ratification en tant qu'État et la Palestine, elle siège à la Cour pénale en tant qu'État, à côté d'autres pays qui disent « je ne vous reconnais pas comme État ». Donc vous voyez l'hypocrisie, vu que la Palestine, il ne faut pas dire elle est observateur, non, elle est État membre de la CPI. Et finalement, le 5 février 2021, au terme d'un débat de procédure d'un an, eh bien, la Cour a dit que la Palestine était un État avec une compétence sur la Cisjordanie, Gaza, Jérusalem-Est, c'est-à-dire qu'elle a reconnu que Jérusalem était de la souveraineté palestinienne. Et elle a dit que le gouvernement de Palestine avait pu transférer la compétence à la Cour. Donc si les choses vont bien maintenant, c'est parce qu'il y a eu la ratification du traité, et puis parce qu'il y a cet arrêt du 5 février 2021 en disant il n'y a plus de discussion sur la procédure.
C'est-à-dire que ce qu'on va entendre souvent, surtout dans les pays occidentaux, c'est de dire Israël n'a pas reconnu, donc tu ne pourras rien faire. Mais c'est de la propagande, c'est réglé. Ils se sont battus sur la décision du 5 février, ils ont perdu, ils n'ont pas fait appel. Vous avez utilisé le mot hypocrisie, vous avez utilisé le mot propagande, c'est une manière donc de rappeler la position d'Israël et tous les pays qui la soutiennent. Vous savez, un avocat, il est habitué à la contradiction. Et il sait très bien que... C'est même la base de son métier. Absolument. Et vous savez que si nous allons demain visiter un musée, on va regarder la même statue, on n'aura pas vu la même chose. Donc ça, on est habitué à ce que sur les faits, il y ait des visions qui soient différentes. Le monde, il est entier là-dessus. Mais quand il s'agit de la connaissance... Comment est-ce que des professionnels, comment est-ce que des grandes diplomaties qui siègent au Conseil de sécurité peuvent ignorer la connaissance juridique? Israël a droit à la légitime défense, mais la Cour internationale de justice, en 2004, a jugé que vu qu'elle est puissance militaire occupante vis-à-vis du peuple palestinien, elle ne peut pas invoquer la légitime défense. Ça a été jugé par la Cour. Et pourtant, la France, qui siège au Conseil de sécurité, elle maintient l'inverse. Donc ça, ce n'est pas une opinion, c'est une méconnaissance, c'est une arriération mentale. On vous dit ensuite que Gaza n'est plus un territoire occupé parce qu'on s'est retiré pour les colonies. Mais même le Conseil de sécurité a dit que c'était un territoire occupé, vu qu'il est sous contrôle entier de la puissance israélienne. On vous dit que c'est l'ONU qui aurait créé l'État d'Israël en 1948. Mais depuis quand l'ONU peut créer un État ? Il y avait un État de Palestine qui existait auparavant. Il y a un État en 1948 qui s'est déclaré tout seul et qui a fait une opération militaire pour conquérir du territoire. L'ONU n'a rien créé. Donc en fait, on est là pour respecter les faits, mais en tant qu'avocat, je dis qu'il faut d'abord respecter le droit, parce que le droit, c'est notre connaissance commune. Et j'ai donc un profond mépris pour le point de vue dominant quand il repose sur le mépris de la science. Donc ce qui fait que... Et qui parle de légitime défense d'un État occupant. Voilà, qui nous dit on ne peut pas discuter de ça. Et ensuite, on refuse de dire que le Hamas, c'est la résistance armée. Oui, c'est la résistance armée. Le Hamas a dit qu'il respectait le droit international humanitaire, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans le droit international. Et ce n'est pas la première fois. Il y a des arrêts très célèbres dans la jurisprudence où des mouvements de guérilleros qui luttent contre une dictature ou qui luttent contre un envahisseur ne sont pas des armées officielles de l'État. Et pourtant, on sait qu'elles peuvent participer au combat à condition de respecter le droit. C'est ce qu'a dit le Hamas par ses déclarations, vu qu'avant de ratifier le traité, le président Abbas a demandé au groupe armé en disant « Quel est votre point de vue ?» Ils ont dit non. Bien entendu, et on se soumet à la juridiction de la Cour, et on coopérera avec la Cour. Si on a commis un excès, ben c'est comme quand on conduit, le gendarme nous dit qu'on a fait un excès de vitesse, on a fait un excès, donc on se soumettra à la juridiction de la Cour. Et ce qui est donc une réalité complètement inverse de la situation israélienne, où on dit la juridiction, la Cour pénale internationale, c'est une juridiction antisémite, parce qu'elle refuse aux Juifs de vivre sur leur terre, n'importe quoi, je ne veux pas dire autre chose. La Cour, elle existe, elle est instituée par un traité, elle est reconnue par 120 États. Et où ensuite ils disent non seulement la Cour, elle est antisémite, mais elle est nulle parce qu'elle ne connaît rien au droit, et ils réécrivent toute une théorie juridique qui est un droit de la colonisation. Ils écrivent donc, un nouveau narratif, donc carrément, par rapport à la Cour pénale internationale. Si ce n'est que ce nouveau narratif, il concerne pas les faits, il concerne le droit, donc la connaissance. Et vous faites à chaque fois prévaloir le droit. Vous le rappelez, maître, c'est pas uniquement... D'abord parce que vous êtes avocat, mais en plus, vous dites c'est le droit d'abord. C'est le droit d'abord, et quand je dis ça, je renvoie à quoi? À la charte de l'ONU, vu que la charte de l'ONU dit que le respect du droit des peuples est la condition de la paix. Mais on sait très bien qu'Israël ne respecte en rien la charte de l'ONU, ni aucune résolution, des résolutions qui datent depuis les années 70. Ils n'ont jamais respecté aucune résolution. Aucune, et ils sont encouragés par cela, ils sont comme des intoxiqués, ils sont comme des toxicomanes, et ils ont quelqu'un qui leur donne de la drogue tous les jours pour continuer à s'intoxiquer. Les pays occidentaux, en tête les États-Unis, et hélas les grandes puissances européennes qui ont complètement sombré sur le sujet. Je vais devant le palais de justice, je vois cette grande affiche qui est présente, où sur les meurtres d'enfants, assassinats d'enfants, il y a 8000 enfants. Est-ce qu'on peut justifier qu'en 2 mois, il y a 8000 enfants qui meurent, et encore combien qui sont mutilés, et le nombre d'enfants, sans doute plus d'1 million d'enfants, qui sont traumatisés à vie parce qu'ils ont vécu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut justifier cela? En tout cas, ce ne sont pas les médias occidentaux qui vont vous répondre sur ça.
Et avant de faire du droit, parce qu'ils vont dire que le droit c'est compliqué, qu'ils fassent d'abord de l'humanité. Je crois que Dieu nous a donné un cerveau, il nous a donné des yeux pour voir, et quand on voit certaines choses, on doit pouvoir réagir et dire stop. Voilà, quelles que soient les circonstances. Et il y a un aveuglement qui les emmène à une perdition. Ben, écoutez, ma foi, c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui dirigent le Conseil de sécurité, donc c'est comme un rouleau compresseur qui avance, mais les peuples, eux, voient les choses. Et il y a une cassure qui se passe, qui est profonde. On peut l'exprimer dans des pays comme ici, d'autres pays c'est difficile pour l'exprimer, mais c'est dans la conscience populaire. Nous, on lui donne une forme juridique en permettant qu'il y ait un débat juridique là-dessus. Et je dis à ce jour, eh bien, si la partie israélienne n'est pas d'accord, elle ratifie le traité, elle vient débattre devant le juge. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays qui nous oppose les F-16 et les chars et qui refuse un argument juridique? Maître Devers, on vous présente comme l'avocat de la cause palestinienne. Est-ce que vous êtes l'avocat de la cause palestinienne ou des causes de l'homme finalement et des droits humains? Comment vous vous présenterez? Moi, je dirais que je suis un avocat. Et comme tous mes confrères que j'ai rencontrés aujourd'hui, comme le bâtonnier du barreau, les anciens bâtonniers, et je réfléchis à ce que c'est notre métier. Notre métier, ce sont d'abord des études que l'on fait avec une science que l'on essaye d'apprendre. Et on a des examens pour cela. Ensuite, ce sont les enseignements qui viennent de nos maîtres, qui ont façonné le barreau depuis des décennies, sans doute des siècles, vu que l'histoire des avocats remonte en même temps que l'humanité. Et ensuite, nous sommes les porteurs du droit. Chacun à son niveau, chacun selon un niveau d'expression. Donc ce qui est certain, c'est que dans ma démarche, je ne suis pas du tout impérialiste et je ne suis pas avocat de la cause palestinienne. Je suis un avocat dans une équipe. J'ai avancé sur certains points parce qu'il y a une capacité de travail, parce que le cabinet s'est organisé en ce sens. Mais je viens ici les mains ouvertes, comme quand je suis à Alger, comme quand je suis au Koweït, comme quand je serai au Maroc, et je rencontre partout vos confrères, avocats, bâtonniers, et nous essayons de réfléchir ensemble, et on se dit, mais qu'est-ce que vaut notre métier qui est fondé sur la défense du droit, si on peut se saisir des causes importantes et secondaires, mais qu'on ne peut pas se saisir de la plus importante. Or, ce peuple s'est fait voler sa souveraineté en 1948, il est occupé depuis 1967, il est bafoué depuis 1917. Et les mémoires que je rédige démarrent à 1917, c'est-à-dire la déclaration de Balfour. À partir du moment, il faut quand même bien voir ce que c'était que la déclaration de Balfour. En 1917, c'est une terre ottomane avec une population arabe. Le Royaume-Uni n'a rien à faire ici. Et le Royaume-Uni, qui n'a rien à faire sur cette terre-là, décide de donner à un groupe d'influence privée en lui disant « tu vas pouvoir construire un État ici ». Et derrière cet acte impérialiste absolu, il y a l'idée d'une domination, c'est-à-dire qu'il y a une société palestinienne qui existe, et bien on va en mettre une autre qui est plus importante. Et c'est le début du déni du droit à l'autodétermination, voilà, qui compte dans des pays comme la Tunisie, qui ont obtenu leur indépendance par le respect du droit à l'autodétermination. Et quand vous entrez dans une logique où vous remettez en cause ce droit à l'autodétermination en disant non, on va amputer le territoire, vous créez un peuple qui est supérieur à l'autre, ça fait un siècle de guerre. Et quand on a un gouvernement complètement extrémiste et irraisonné, comme c'est le cas en Israël actuellement, eh bien vous arrivez au génocide. Mais dans le génocide, j'ai à la fois les déclarations actuelles de Netanyahou disant « vous ne reconnaîtrez jamais Gaza, ça ne sera jamais plus comme avant ». J'ai celle du ministre de la Défense en disant que les Palestiniens sont des animaux. Mais moi, je vois que la source profonde, c'est le déni du droit des Palestiniens à l'autodétermination. Et donc, pour le moment, qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent, ils démolissent, ils écrasent, mais ils n'ont aucun but militaire, vu que détruire le Hamas n'a pas de sens, vu qu'ils n'ont en plus aucun but militaire, ils n'ont aucun but politique. Parce que qu'est-ce qu'ils proposent sur les 2,3 millions d'habitants qu'il y a et sur les 12 millions de Palestiniens? Qu'est-ce qu'on fait? On les jette, on les fait disparaître, on fait un grand trou. Donc ils sont là. Et la procédure, elle est là pour dire, revenons au principe d'égalité. L'égalité, c'est chaque être humain, c'est vous, c'est moi, c'est un Palestinien, c'est un Israélien. Chaque être humain vient sur Terre avec son bagage qui est celui d'être égal à tous les autres et on se bat
pour une procédure sur le génocide, certes, mais globalement, pour faire rétablir ce droit à l'autodétermination, c'est-à-dire le droit des Palestiniens à vivre librement sur leur terre avec un État qui a Jérusalem pour capitale. La France, le pays des droits de l'homme, nous a un petit peu, je ne dirais pas surpris, voire plus que ça, par sa position par rapport à ce qui se passe en Palestine. En tout cas, les premiers jours, la position était claire, donc pro-Israël. Ensuite, il y a eu tergiversation au niveau, au plus haut sommet de l'État. Et là, on voit comment, en France, la gauche française est attaquée par sa position, qui est plutôt claire. Mais aujourd'hui, on ne reconnaît pas les causes humanitaires de la France. On ne reconnaît pas non plus la position diplomatique historique de la France. Rappelée par Dominique de Villepin à un moment, mais qui a été vilipendée lui aussi. Absolument. Et il faut quand même rappeler que le point de vue de la France, c'est pas rien, parce qu'elle a un siège permanent au Conseil de sécurité. Donc vous ne pouvez pas vous exprimer comme cela. Vous ne pouvez pas vous exprimer en méprisant le droit. Comment vous pouvez dire qu'une puissance militaire occupante a le droit à la légitime défense, alors que la France s'est libérée de l'occupation allemande, si vous voulez. Il faut quand même garder un peu le sens des choses. Donc là où je ferai simplement une petite réserve, c'est qu'on dit la France, non, les équipes dirigeantes en France sont en train de sombrer intellectuellement, avec un spectacle affligeant que l'on a sous les yeux, vu qu'on dit ça. Je vois l'autre jour déclaration du président Macron disant que les bombardements ne sont pas acceptables parce qu'ils font trop de victimes chez les enfants, chez les dames et chez les vieillards. Sous-entendu, pour les jeunes et pour les pères de famille, c'est pas un problème. Non, mais comment on peut entendre cela? Donc je vois une classe dirigeante qui sombre et qui est incapable de dire que les Palestiniens ont le droit de vivre sur leur terre. Mais dans la société française, c'est beaucoup plus divers que cela. C'est vrai que c'est difficile de s'exprimer sur ces sujets, donc ce qui me fait d'autant plus de bien de cette journée passée en Tunisie, où on dit les choses tout simplement avec une grande tradition humaine et juridique, mais en France c'est beaucoup plus difficile de l'exprimer, c'est-à-dire que l'affiche qui est sur le palais de justice, elle est inentendable, elle vous emmènerait en garde à vue immédiatement, mais dans la conscience populaire, on voit un mouvement qui est extrêmement large. Moi, je ne vais pas dire que ça me réjouit, parce que j'aime bien, c'est mon pays, c'est comme cela, mais je vois quand même une cassure qui est en train de se faire, cassure à l'intérieur du pays. Et puis je pense également, vu que je voyage beaucoup vis-à-vis de sociétés extérieures, par exemple la Tunisie aujourd'hui, où on se dit mais ils en sont où? Or on a besoin, il y a une part pour le différent. Je ne vais quand même pas être innocent au point de demander une unanimité sur la cause palestinienne, mais il doit y avoir une unanimité sur les bases. Et puis après, il y a une part pour le débat. Or, on n'a même plus ce débat sur les bases. Là, aujourd'hui, on ne parle même plus de quelle solution on propose aux Palestiniens. Est-ce la solution à deux États? Est-ce qu'aujourd'hui, on va vers un État? Donc là, on a oublié tout ça. On a complètement oublié, et puis pour faire un petit peu, comment dirais-je, pour faire genre, pour histoire de lever la tête un peu comme cela, on dit deux États, mais d'accord, mais deux États, si on ne peut pas discuter des frontières, on ne peut pas discuter de la capitale, on ne peut pas discuter d'une force armée, on ne peut pas discuter de la continuité territoriale, on ne peut pas discuter du droit au retour des Palestiniens, même sur leur propre terre. Donc c'est un slogan, et vous avez derrière un vice complet qui est directeur de ça, qui consiste à dire qu'en fait il y a un combat, et que ce véritable combat il est contre le monde arabo-musulman, parce que derrière il y a l'islamisme, et que Israël défend la frontière de ce combat ici, et donc si Israël perd sur son terrain, cela rejaillira sur la société. Enfin, ils ont ce genre de conceptions qui sont en tête, mais qui sont une hallucination complète. Sous-tendu par de grands enjeux économiques et financiers. Ça, c'est leur problème aussi, mais ils en répondront. Mais qui font que certaines grandes puissances prennent ces positions. Vous avez un décalage qui se fait. Je pense que quand on parle en Afrique de grands pays qui ont une analyse saine, quand on parle du Brésil qui a une analyse saine, de toute l'Amérique latine, tout à fait. Quand on voit d'autres pays qui disent non, écoutez, le raisonnement c'est comme cela, il faut que ces anciennes puissances impérialistes, ces anciennes puissances colonialistes se dégagent de tout ce fatras qu'ils ont encore gardé dans la tête, qui fait qu'on a des responsables politiques qui nous parlent encore des bienfaits de la colonisation et qu'on est quand même là un peu pour éduquer les autres. Donc il faut qu'ils se lavent le cerveau et puis qu'ils apprennent à regarder les choses
telles qu'elles sont. Si aujourd'hui, l'Union européenne va jusqu'à, enfin c'est ce qui se dit, à interdire le réseau social Twitter, X donc, parce que il faut, donc ils disent que le réseau social d'Elon Musk, donc c'est la porte ouverte à la défense des Palestiniens. Voilà, on en est là. Alors, on est sur l'idée qu'il ne faut pas importer la guerre sur notre... Mais on n'importe pas la guerre, on importe la paix. Voilà. On importe le droit. Et vous êtes en train de pointer quelque chose de particulièrement fort, c'est-à-dire que pendant longtemps, on fait le reproche, et toujours, aux Palestiniens d'être terroristes ou potentiellement terroristes, et la maman, elle sera maman de terroriste, et l'enfant, il sera futur... Bon. Quand la Palestine, sous la signature du président Abbas, elle rejoint la Cour pénale internationale le 1er janvier 2015, eh bien on se dit tout le monde va applaudir. Parce que là, cette fois-ci, c'est plus le peuple terroriste, c'est le peuple qui dit « je me soumets au droit international et j'accepte la condamnation par la Cour si je commets des excès ». Vous n'avez pas eu un communiqué d'un mot d'une seule des chancelleries européennes pour dire « j'applaudis ». Ce geste remarquable de la Palestine qui signe un grand accord international pour se soumettre à une juridiction. Pourquoi? Parce que c'est le discours de la plus parfaite hypocrisie et que ce que demandent les Palestiniens, c'est l'application du droit et ce qu'on leur oppose, c'est l'inapplication du droit avec un beau discours pour faire joli et puis derrière le financement des F-16, le financement des armes et le corpus idéologique pour éliminer une population. Pourquoi on pourrait croire que si la plainte est menée devant la Cour pénale internationale a été acceptée, pourrait avoir donc des conséquences positives, alors que en face, devant les grandes instances, autres instances internationales et autres grandes organisations, rien ne bouge? Qu'est-ce qui pourrait nous donner un peu d'espoir pour qu'il y ait la paix dans cette région du monde à travers la Cour pénale internationale, maître de... Alors je vais faire une première observation un petit peu paradoxale, c'est que ce qui doit nous donner l'espoir sur le fait qu'il y a quelque chose à obtenir, c'est de voir tous les obstacles qu'on nous oppose. Parce que si je veux faire des procédures ici, là ou ailleurs, alors je peux y aller comme je veux, parce qu'on sait que ça n'a aucune efficacité. Alors que là, c'est chaque pas que l'on fait, on nous met une muraille en face, vu qu'ils savent que c'est la ligne qui peut les menacer. Donc ça, c'est une démonstration qui est certaine. Ensuite, je ne suis pas non plus un idéaliste béat et je ne suis pas tombé exactement de la dernière pluie. Je connais un petit peu ce qu'a été l'histoire des peuples, je m'y intéresse beaucoup et il n'y a jamais eu une décision de justice pour ramener à une grande victoire politique et encore plus un processus d'indépendance. Donc ce n'est pas du tout notre jeu. Et je suis avocat, je reste sur mon secteur d'avocat. Je ne suis pas sur le secteur droit d'abord politique. Voilà. Il y a à côté la politique. Mais le droit, il permet de rétablir un rapport de force par un établissement des bases. Voilà. Et ça, par contre, c'est quelque chose que l'on peut faire, que l'on peut réaliser. Quand la Cour, elle juge en février 2021 que la Palestine est un État, évidemment, ça passe un peu inaperçu parce que c'est un jugement sur la compétence. Mais elle a jugé, en tant que Cour internationale, la Palestine est un État. Et le lendemain, on dit oui, mais c'en est un, ça n'est pas. Mais c'en est un. Et ça renvoie à une histoire profonde. Il faut lire cet arrêt qui fait 80 pages. Et j'avais plaidé dans cet écrit. Nous, on démontre quoi? Que la Palestine, elle est jugée comme État dès 1921, dans le mandat. C'est un État sous mandat. Sous mandat britannique. Absolument, mais c'était un État. Il ratifiait, la Palestine, elle avait toute une régulation des pouvoirs, elle ratifiait des traités. Tant et si bien que quand, en 1948, non pas par un vote de l'ONU, vu que l'ONU n'a jamais voté qu'une recommandation de paix, c'est tout ce qu'ils avaient voté, c'est un acte politique, ce n'est pas un acte juridique. La création d'Israël se fait par une déclaration politique de 1948. Et le lendemain, il se pose une question juridique qui est un petit peu qui est délicate à appréhender, mais elle est tout à fait importante. Vous créez un État. Cet État, c'est comme un bébé qui vient de naître. Comment il rentre en relation avec les autres? Il faut qu'il ait signé des traités. Donc, au mois de mai 1948, je vous avais créé l'État d'Israël. Comment vous faites le lendemain pour téléphoner, pour envoyer une enveloppe ou pour recevoir un mandat? Vous n'avez pas signé d'accord international. Et qu'est-ce qu'a répondu Israël? Il a dit, mais je n'ai pas besoin de signer d'accords internationaux. Pourquoi? Parce que je suis le continuateur sur mon nouveau territoire des traités qui ont été signés par l'État de Palestine.
Et ça, c'est des déclarations qui sont faites à l'ONU, que tout le monde va accepter, et qui fait que du jour au lendemain, l'État d'Israël s'est déclaré attributaire de 60 ou 80 traités qui existaient sans en signer un seul, parce qu'il était continuateur de l'État de Palestine. Donc là, vous faites une grosse sieste. Vous vous réveillez 30 ans plus tard, et on vous dit, mais non, la Palestine, elle n'a jamais expliqué, elle n'a jamais existé, c'est Israël qui a tout et qui peut transférer. Donc cette succession d'États qu'il y a en 48 et qui est là, c'est pas assez expliqué, elle est lumineuse pour expliquer que c'est bien la Palestine qui préexistait et que les États ne disparaissent pas. Vous avez eu 3 phases. Il y a l'État sous mandat de 1921 à 1948. Ensuite, il y a un État qui est oublié, méprisé jusque dans les années 70, où tout était fait sur le plan international pour éliminer, vu que l'UNRWA ne prévoyait aucune représentation politique pour les États, et il n'y avait plus de peuple palestinien. Il y a eu la lutte armée qui a permis et qui a conduit, vous regardez les événements et ce qui se passe à l'ONU, qui reconnaît finalement le peuple palestinien avec la déclaration d'État, on va dire années 70 et 75 jusqu'à la déclaration d'Alger, et vous retrouvez maintenant un État qui est un État sous occupation, donc État sous mandat, État oublié, État sous occupation, mais toujours État. Et d'ailleurs, vous voyez les Palestiniens, ils sont comme les Français, comme les Tunisiens, on s'aime bien, mais on est différents entre nous, on se chamaille, on est plus ou moins d'accord, on est différents, mais on est tous Tunisiens, on est tous Français, et ils sont tous Palestiniens, et il n'y a aucun Palestinien qui hésite sur sa nationalité, ou qu'il vive, que ce soit à Cisjordanie, Gaza ou Jérusalem-Est, dans les camps au Liban ou ailleurs dans le monde. Donc le peuple palestinien, 100 ans de guerre n'ont rien fait pour en changer la substance. C'est bien la preuve que cet État est ici. Et là, ça veut tout dire. On va terminer sur ça. Il est déjà 19h. Votre action, votre démarche, Maître Devers, est soutenue par une coalition de 600 avocats et des bâtonniers du monde entier. En tout cas, avant que je n'entre au studio, c'était 600 avocats. Est-ce qu'ils sont encore plus nombreux là, à ce moment précis? Alors, je vais vous répondre que dans les derniers temps, on était arrivé à 650, quelque chose comme cela, et puis on arrête ce compte. Pourquoi? Parce que maintenant, on passe à... C'était une première phase, je dirais comme une fusée. On a fait décoller cette fusée avec 620 avocats. C'était très bien, c'était un mouvement enthousiasmant. On a du monde qui va du Pakistan jusqu'au Brésil, avec le Canada, tous les pays africains. On a du monde absolument de partout, l'île Maurice, Djibouti. Bon. Maintenant, on est en train de s'organiser de manière différente par État. Donc le barreau en Tunisie, je ne vais pas compter les avocats parce que c'est le barreau national de Tunisie. À Alger, c'est le barreau national d'Alger. Et Koweït, c'est la même chose. Et bientôt, le Maroc, ça sera ainsi de suite et ainsi de suite. Donc en fait, on est plutôt sur une organisation, chaque pays, selon ses traditions, ses compétences, ses attachements, son savoir-faire. Et puis on va créer une fédération qui sera un centre de ressources, qui aura certainement son siège à Bruxelles et qui va veiller à ce que tout ça travaille dans la diversité, mais dans le lien, avec simplement 2 constantes. La première, c'est au service du peuple palestinien. Deuxième droit, tout le droit et rien que le droit. C'est-à-dire pour nous, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de politique et on ne regardera pas un Palestinien en disant d'où tu viens et qui tu es. Tu es palestinien et tu veux un avocat, on t'en trouve un. Pour le génocide, pour Jérusalem, ce qui sera notre prochaine bataille. Et donc, je pense qu'on aura bientôt à rentrer dans cette bataille de Jérusalem, qui ne pose pas du tout les mêmes problèmes que l'affaire du génocide, qui est compliquée à enquêter. Jérusalem, c'est un crime de papier, donc, et c'est la mère des batailles parce que c'est la capitale. Donc ça, le procureur, je lui ai déjà dit, mais je le redis, il faut qu'il se prépare. Et les dirigeants israéliens aussi. La prochaine bataille, c'est la bataille pour Jérusalem. Et Jérusalem, ça a été, même le Conseil de sécurité a dit que l'annexion était nulle, c'est-à-dire qu'on n'a pas le problème juridique au niveau des preuves. Il n'y a pas besoin d'aller fouiller dans les immeubles qui ont été écrasés. Toutes les preuves, elles sont journal officiel. Et on a donc un dossier qui est très clair sur le transfert de population et l'accaparement des terres. Et donc ça sera une bataille à conduire. Et puis on va être au service de tout Palestinien. Vous savez, quand vous allez en Cisjordanie, les gens sont tellement habitués à un mépris complet des droits qu'ils n'ont même pas le réflexe de l'avocat. Et ça sert à quoi?
Voilà, je vois des gens, ils ont leur enfant qui a été assassiné par les soldats, ils apprennent 5 ans après, voilà, c'est par la radio qu'il y a eu peut-être un procès. C'est-à-dire qu'ils sont même pas convoqués pour cela. Donc on veut ramener le droit de partout, et donc on aura largement besoin de tous les avocats de Tunisie, des avocats du monde entier Je pense que par rapport à la Tunisie, vous n'aurez pas que les avocats, vous aurez tout le peuple tunisien qui adhère à la cause palestinienne, qui est sa cause. Oui. Et vous êtes le bienvenu sur notre plateau, vous êtes le bienvenu en Tunisie, ça j'en suis sûre, pour que la cause palestinienne soit entendue par le monde entier et qu'aujourd'hui, ce peuple a droit à sa terre et que vous êtes porteur d'une voix. Certes, vous êtes avocat, certes, vous faites prévaloir le droit, mais c'est surtout un message de paix que vous demandez. Ne soyons pas idéalistes comme vous dites, mais soyons quand même assez pragmatiques pour dire les choses telles qu'elles sont. Absolument, il faut se situer au niveau des enjeux, et nous sommes pour une paix qui repose sur le principe intangible de l'égalité humaine. On ne peut pas accepter que ce soit tunisien, qu'on soit français, qu'on soit de n'importe quel pays, l'idée d'une société dans laquelle une personne puisse être inférieure aux autres. Et notre bataille, elle est pour dire qu'un Palestinien, c'est un citoyen du monde, et que porter atteinte aux droits d'un citoyen, c'est porter atteinte à tous. Je crois que ces mots ce soir méritaient un petit dépassement. Merci beaucoup encore une fois, Maître Devers. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Lyon, mais vous êtes surtout donc à la tête de cette action avec plus 650, on a dit, avocats à peu près, des bâtonniers du monde entier pour donc mener jusqu'au bout cette bataille pour la paix. Merci encore, Maître Devers, d'avoir accepté notre invitation.